Bonjour Raphaël Prado. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Raphaël d'avoir accepté notre invitation. Raphaël, tu es porte-parole d'Attaque. Attaque qui fait justement l'objet d'une polémique, enfin une polémique surtout suscitée et alimentée notamment par la maire de Paris, la présidente du conseil régional d'Île-de-France, et ceux évidemment qui étaient visés par votre action, une action contre les grands groupes et leurs milliardaires qui se sont enrichis pendant la crise sanitaire. Alors, votre action était symbolique puisque vous avez repeint en noir les vitrines de la Samaritaine à Paris de vos messages, de vos slogans et de ce que vous vouliez faire ressortir de cette action. Une peinture qui disparaissait quelques minutes plus tard. C'était de la peinture, rien de très grave, mais c'était suffisant pour qu'Anne Hidalgo, notamment, dénonce votre action ainsi que la présidente du conseil régional. La maire de Paris en particulier a tweeté, je la cite, « Aucun acte de vandalisme ne peut faire avancer une cause. La réouverture de la Samaritaine après 15 ans de travaux, c'est de l'emploi, de l'activité, de l'attractivité et du rayonnement pour Paris et les Parisiens. » Alors d'abord un mot sur ce qu'a dit la maire de Paris, parce que c'est quand même intéressant, elle se dit de gauche, même écologiste, et pourtant elle voit dans votre action un acte de vandalisme. Elle ne dit rien, évidemment, contre ces milliardaires qu'elle vénère tant visiblement, puisqu'ils offriraient, c'est son argument, des emplois et feraient rayonner Paris. Qu'est-ce que ça dit de la gauche dans ce prétend Anne Hidalgo, peut-être future candidate à l'élection présidentielle? Déjà, je voudrais rappeler qu'Anne Hidalgo était présente avec Emmanuel Macron il y a quelques jours pour inaugurer la Samaritaine. Beaucoup de médias ont dit oui, ça crée des polémiques à droite comme à gauche. Alors, moi, je n'ai pas tellement l'impression qu'on puisse dire ça parce qu'à gauche, en fait, on a reçu énormément de soutien de la part du NPA, de la France Insoumise, du Parti communiste, d'Europe Écologie des Verts, de Génération, de tout un tas d'organisations, d'associations, de syndicats. Et puis, on a effectivement Anne Hidalgo qui a eu des positions assez similaires à celles exprimées par La République En Marche, par LR et même par Alexandre Benalla qui nous a tapé dessus, bien placé qu'il est pour le faire. J'ai l'impression qu'on a sous nos yeux constitué vraiment ce que certains appellent un bloc bourgeois qui était très clair à voir là. C'est-à-dire qu'en fait, pour ces personnes-là, dont certaines, effectivement, comme Anne Hidalgo, se disent de gauche, eh bien, s'indignent davantage de quelques litres de peinture noire sur une vitrine que des inégalités, des injustices, de l'enrichissement indécent des milliardaires, de la réforme du chômage qui va pénaliser les chômeurs, de la réforme des APL, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de voir comment cette action symbolique, avec un mode d'action qu'on a quand même utilisé régulièrement, hein, parce que badigeonner de noir des multinationales, on l'a fait sur Apple, on l'a fait sur la Société Générale, on l'a fait sur Total. Mais là, on s'est rendu compte qu'on a touché un totem. Il ne faut pas, en France, s'attaquer à Bernard Arnault, première fortune française. Alors peut-être aussi le fait qu'il soit propriétaire du Parisien joue dans la réaction aussi vive d'Anne Hidalgo. Mais je trouve intéressant de revenir sur le vocabulaire. On a parlé de vandalisme, de dégradation, de saccage. Et les gens qui n'ont pas vu l'action et qui entendent ça pensent qu'on a tout cassé. Alors qu'en réalité, il suffit de passer devant la Samaritaine pour se rendre compte qu'il n'y a aucune trace de notre action. Donc nous, c'est un mode d'action qu'on utilise et qu'on assume. On mène des actions de désobéissance civile à visage découvert, qui n'entraînent pas de dégradation lourde, mais c'est vrai qu'effectivement, qu'ils peuvent être spectaculaires et faire réagir comme ça a été le cas. Mais je remarque que beaucoup nous disent, mais pourquoi vous ne faites pas d'autres modes d'action? D'autres modes d'action, on en fait pendant toute l'année. On fait des pétitions, on fait des rapports, on fait des actions symboliques, et les médias n'en parlent pas. Et là, par contre, on allait mettre un petit peu de peinture noire sur la Samaritaine. Et tout d'un coup, on a des cris d'orfraie de ceux qui, encore une fois, s'indignent davantage d'un peu de peinture et d'un tag sur une vitrine que des problèmes que l'on dénonce. Donc, c'est vrai que c'est très frappant dans toutes ces réactions, c'est qu'elles nient le caractère politique de notre action. À aucun moment, ils parlent d'évasion fiscale, à aucun moment, ils parlent du fait que LVMH, pendant la crise, a touché des aides publiques sous forme de chômage partiel dont a bénéficié Sephora, Le Parisien ou Les Échos. Dans le même temps, LVMH a versé 3 milliards de dividendes, 3 milliards d'euros de dividendes en 2021. Ça veut dire quand même 1,5 milliard dans les poches de Bernard Arnault, puisqu'il détient la moitié des actions. Et en même temps, LVMH a supprimé des emplois en 2020. C'est 888 emplois en France. Donc, moi, je trouve ça très rigolo, l'argument de dire la Samaritaine crée des emplois. Oui, mais en fait, LVMH a détruit les emplois et a versé les dividendes records, hein, plus 25% de dividendes entre 2020 et 2021, tout en bénéficiant d'aides publiques. Bah, écoutez, si vous, ce qui vous indigne, c'est de la gouache sur des vitrines, effectivement, nous ne sommes pas du même camp. Ok, juste, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, mais il y a quand même des gens qui travaillent dans la Samaritaine. Et est-ce que pointer du doigt, du coup, leur outil de travail, au-delà du symbole que représente la Samaritaine et dont tu viens de parler, pointer du doigt leur outil de travail, même si c'est voilà, LVMH et Bernard Arnault que vous visez, est-ce que ça ne peut pas aussi
leur causer du tort alors que ce n'est pas eux que vous pointiez. Ce n'est pas les gens qui travaillent dans la Samaritaine, les 3000 personnes qui travaillent dans la Samaritaine que vous pointez du doigt. Absolument pas, et je ne pense pas qu'il l'ait compris comme ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'action elle a été menée juste avant l'ouverture de la Samaritaine et n'a pas empêché les salariés de travailler. Moi, je suis toujours étonné de voir dans un certain nombre de débats des gens qui se mettent à la place des salariés de la Samaritaine et qui disent oui, mais du coup, c'est pas gentil pour eux. Mais excusez-moi, mais nous, pendant toute l'année, notamment dans le cadre de Plus Jamais Ça, on mène des actions, on mène campagne avec la CGT, avec Solidaire, avec des syndicats de salariés et ils défendent les mêmes revendications que nous. Hein. Les revendications qu'on a mises sur la table ce samedi, notamment la taxe exceptionnelle sur les 1% les plus riches, sur le patrimoine des 1% les plus riches, la taxe exceptionnelle sur les bénéfices qu'ont réalisé les multinationales pendant la crise ou la suppression de la réforme de l'assurance chômage, ce sont des revendications qui sont portées en commun dans Plus Jamais Ça. Donc, les salariés et les syndicats de salariés sont sur les mêmes positions qu'Attaque. Et si certains nous écoutent, je tiens à leur dire qu'effectivement, nous, on n'est pas du tout en train de leur dire qu'ils ont tort de travailler là-dedans. Mais vous savez, quand on bloquait des entrepôts Amazon, on nous disait la même chose. Pourtant, les actions, on les menait main dans la main avec Solidaire Amazon et avec la CGT Amazon. Donc, je ne pense pas que ce soit un argument à utiliser de dire les salariés, vous faites ça pour embêter les salariés. Par contre, je remarque que le patronat instrumentalise toujours les salariés. Alors, évidemment, on considère que les syndicats ne sont pas représentatifs pour parler à leur place, mais instrumentalise les salariés pour dire mais là, c'est les salariés que vous embêtez. On n'a pas empêché les salariés de travailler, on ne les a certainement pas privés d'une journée de salaire. Donc, je pense que c'est un faux débat. On va revenir sur les modes d'action et sur ce que l'on appelle la désobéissance civile dans un instant. Mais quand même, on entend ce discours beaucoup à gauche, parfois même à droite, ce qui est assez étonnant, mais de ce discours qui consiste à dire qu'il faut remettre en cause le système capitaliste, le système consumériste à outrance, au nom souvent justement de la question écologique et de la sauvegarde de la planète. Pour toi, pour vous, à Attaque, des projets comme la Samaritaine, ça va à l'encontre de l'ambition écologique ? Alors, franchement, on n'a pas spécialement pris position dessus sur cette question-là. Il y aurait certainement des choses à redire en creusant sur l'impact du luxe et de la consommation effrénée de luxe sur l'environnement. Mais là, vraiment, ce qu'on a voulu pointer, c'est l'enrichissement indécent des milliardaires et le fait que le gouvernement veut faire des économies sur le dos des plus précaires en revenant sur les APL, en revenant sur les allocations chômage et refuse d'aller prendre l'argent là où il est. Je rappelle quand même que le gouvernement a transformé l'ISF en IFI, a créé la flat tax, donc a baissé la progressivité de l'impôt sur les plus riches, a baissé également les impôts sur les multinationales en baissant l'impôt sur les sociétés, en baissant les impôts de production. Et on trouverait normal d'aller justement, Raphaël, précaires. Sur cet enrichissement, justement, qu'est-ce que l'on sait exactement de l'enrichissement des milliardaires, précisément dans cette période du Covid, et comment vous faites le lien entre la crise sanitaire et cet enrichissement ? Ce qui s'est passé, c'est que quand la crise du Covid a commencé, il y a eu d'abord une plongée des bourses qui a été vite stoppée. Ça s'est expliqué notamment par deux choses. C'est les aides massives publiques de l'État qui n'ont pas fait que… Il y a des choses qu'on ne critique pas. Par exemple, le chômage partiel, on peut tout à fait l'entendre. Hein, c'était très bien. On a plutôt plus préservé les emplois en France que dans d'autres pays. Mais ça s'est aussi traduit par des aides sans aucune conditionnalité aux grandes entreprises. Et il y a aussi eu la BCE qui a racheté massivement des actions. Et tout ça, ça a dopé le cours des actions. Alors, on peut replacer ça aussi dans le contexte. Hein. Quand je parlais de l'ISF et de la flat tax, ça a été montré par l'INSEE ou par un certain nombre de rapports que ça a contribué à favoriser le versement de dividendes. Et donc, on a toujours cette logique de toujours plus de revenus financiers et des revenus financiers qui sont toujours moins taxés. Il y a aussi la question de la croissance. Il y a les défenseurs de ce genre de grands projets comme la Samaritaine, les aides aux entreprises sans contrepartie, ça serait favorable à la croissance. Delphine Batho, qui est candidate à la primaire des écologistes, revendique un projet décroissant. Éric Piolle, ce matin, disait ne pas avoir de dogme en la matière tout en insistant sur le fait qu'il fallait revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était de s'interroger sur nos besoins réels. Qui a raison ? Ouais, il y a des débats qui traversent cette axe sur la décroissance, mais ce qu'on peut dire, c'est que décroissance de quoi et croissance de quoi? Il est certain qu'il va falloir faire décroître un certain nombre de productions et de consommations qui n'apportent rien, qui dégradent l'environnement, et on peut s'interroger sur l'utilité du luxe. Hein, et par exemple, une proposition qui est assez simple, ce serait de dire qu'il faudrait une TVA beaucoup plus forte sur les produits de luxe. Ça a été montré plusieurs fois, les plus riches sont ceux qui dégradent le plus la planète. Et donc, effectivement, là, cette consommation ostentatoire pour montrer à tout le monde qu'on est riche,
ça a des impacts environnementaux. Donc, il faut certainement faire décroître un certain nombre de consommations et de productions. Il faut, par exemple, se passer des énergies fossiles, mais dans le même temps, il y a des besoins sociaux qui ne sont pas couverts. Donc, il va falloir certainement faire croître d'autres choses. Par exemple, on parle beaucoup de la dépendance en ce moment. Il faudrait certainement créer un service public pour rendre un certain nombre de services aux personnes qui sont dépendantes. Donc, je pense que, enfin, nous, on est un peu gênés à Attaque, il y a des débats sur ce terme, mais moi, j'ai tendance, selon mon avis personnel, à considérer que c'est un peu un mot obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot, c'est une espèce d'épouvantail qui permet aux gens de dire, regardez, vous êtes contre l'emploi finalement. Et tout ce qu'on essaye de faire dans Plus Jamais ça, c'est d'arriver de montrer justement, de concilier les objectifs climatiques et les objectifs sociaux. Et donc, c'est sûr que par exemple, les entreprises qui sont polluantes, bah, il faut les fermer. Mais en même temps, on ne va pas dire aux salariés, bah, du coup, jusqu'à la fin de ta carrière, tu vas être au chômage. Donc, il va falloir faire décroître un certain nombre d'activités et au contraire, rendre un certain nombre de besoins. Et là, je voudrais revenir sur le début du message, c'est que pour arriver à financer les besoins sociaux et les besoins écologiques, il y a besoin de recettes publiques. Et donc, il y a besoin que chacun paye sa juste part d'impôt. Et il y a besoin, effectivement, que Bernard Arnault, par exemple, contribue à la hauteur de ce à quoi il pourrait contribuer. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant la crise sanitaire, on a besoin d'hôpitaux qui fonctionnent, on a besoin de personnel qualifié et correctement rémunéré avec du matériel, on a besoin d'écoles qui fonctionnent, d'universités qui fonctionnent, de crèches. Et tout ça, il faut le faire croître. Donc, en fait, c'est pour ça que je redis, pour moi, le terme décroissance, il est un petit peu un mot obstacle, c'est qui permet à nos adversaires de dire, de nous prêter les intentions qui ont toujours été pour le patronat la manière d'opposer les revendications sociales des syndicats et les revendications écologistes des organisations écologistes. Et je pense que ce qui est très intéressant, ce qui se passe depuis un an autour de la problématique, autour de la dynamique Plus Jamais ça, c'est de mettre autour de la table des syndicats et des associations écolos, et altermondialistes comme Attaque, hein, et d'arriver à produire de plus en plus des revendications communes sur comment faire en sorte que demain, il y ait euh, euh, encore une fois, qu'on puisse développer ce qui est nécessaire à développer et ce qui est juste, et qu'on fasse décroître ce qui ne fait qu'augmenter la richesse des plus riches et leur consommation de luxe. Tu le disais tout à l'heure, vous organisez toute l'année des opérations, que ce soit des opérations coup de poing, des pétitions, vous publiez des rapports. Vous avez organisé il y a peu de temps, en avril dernier, une action coup de poing devant le ministère de l'Économie, une opération pour sauver le site industriel de Chapelle d'Arblay, une action qui a d'ailleurs porté ses fruits. Un peu comme celle organisée, on peut faire le parallèle, je pense, il y a plusieurs années, par José Bové autour des EGM, des fauchages ou des destructions de McDonald's pour sensibiliser aussi la population et aussi parfois les hommes et les femmes politiques autour de la question de la malbouffe. Qu'est-ce que tu réponds, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent vos pratiques qui relèvent parfois de la désobéissance civile? Est-ce que c'est des actions avant-gardistes, on pourrait dire ça ou pas? Dans plusieurs années, on se dira c'était vous qui avez raison. J'espère bien, mais même je pense que dès aujourd'hui, un grand nombre de personnes se disent ça. Mais moi, je tiens à dire une chose, hein, ça fait plus de 20 ans qu'Attaque existe, ça fait moins de 20 ans que j'y milite. Par exemple, ça fait depuis 20 ans qu'on demande la fermeture des paradis fiscaux et qu'on demande des mesures efficaces. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Donc, à un moment donné, quand différents modes d'action sont utilisés, je pense qu'il est assez légitime d'utiliser d'autres modes d'action. Et la désobéissance civile, finalement, ça a toujours été un moyen de faire bouger les lignes. Et donc, nous, on assume totalement. Bien sûr que c'est illégal de, je sais pas moi, d'aller piquer des chaises à la BNP comme on le faisait il y a quelques années ou de recouvrir de peinture le siège de la Samaritaine. Mais en même temps, ça permet de poser des questions et ça permet de faire avancer la loi. Et nous, effectivement, on est prêt à prendre un certain nombre de risques. Et effectivement, on le fait, ces actions, on les fait à visage découvert. On peut avoir des poursuites juridiques, mais pour une cause qui nous semble juste. Et puis, c'est pas simplement qu'elle nous semble juste à nous, c'est qu'effectivement, qui peut dire aujourd'hui que c'est normal de demander aux plus précaires de faire des efforts et de ne rien faire pour faire en sorte que les plus riches payent leur juste part d'impôt ou que les entreprises qui reçoivent des aides publiques ne soient pas en même temps en train de licencier, de verser des dividendes et d'être présentes dans les paradis fiscaux. Moi, je remarque que tous les personnes dont on parlait tout à l'heure qui ont réagi ne sont pas allées sur ce terrain-là. Hein. Donc, c'est vrai que bon, je comprends que
ça puisse interroger et qu'à première vue, on puisse se dire mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mais c'est toute une palette d'actions qui, je pense, aujourd'hui sont complémentaires. Et c'est pas pour rien aussi qu'il y a une multiplication d'actions de ce type ces dernières années. Hein, nous, on est en lien, en partenariat avec beaucoup d'associations écologistes comme Alternativa, les Amis de la Terre ou Greenpeace, qui ont aussi de plus en plus recours à la désobéissance civile. Et tous disent la même chose. On tire la sonnette d'alarme, il ne se passe rien. Donc, au bout d'un moment, il est assez légitime qu'il y ait d'autres modes d'action. Et puis, un dernier mot, c'est que, par exemple, si on prend la réforme de l'assurance chômage, tous les syndicats sont contre. Mais le gouvernement ne l'entend pas. Et les manifestations, ou par exemple, on voit sur la réforme des retraites, les grèves sont souvent perçues par le gouvernement d'un revers de main. Donc, à un moment donné, ce n'est pas étonnant aussi qu'il y ait d'autres formes d'action qui s'expriment. Je tiens à dire que si Attaque ne faisait que balancer de la peinture sur des vitrines toutes les semaines et ne faisait que ça serait certainement contre-productif. Mais là, par exemple, ça permet de faire parler du rapport qu'on avait publié avec Oxfam, de la petite note qu'on avait publiée sur l'enrichissement des milliardaires, ou du rapport qu'a sorti l'Observatoire des multinationales qui montre justement que les entreprises du CAC 40 se sont gavées d'aides publiques tout en licenciant et versant des dividendes. Et ces rapports-là, eh bien, en fait, on en parle relativement peu dans les médias et finalement, on arrive à en parler aussi grâce à cette forme d'action. Donc, nous, on pense que tout ça est tout à fait complémentaire et on va continuer évidemment à utiliser ces modes d'action. Et ce n'est pas les menaces, par exemple, le Figaro qui fait un sondage pour savoir s'il faut dissoudre Attaque, qui vont nous intimider. On sait très bien que ce qu'on fait, c'est penser, c'est réfléchir. Et par exemple, on n'a pas abîmé la Samaritaine. On lui a mis de la gouache sur ses vitrines, mais en fait, il n'y a pas de dégradation. Et en fait, pénalement, vous voulez nous reprocher quoi? Des choses qui sont mineures et des risques qu'on assume et qu'on calcule avant les actions. Mais justement, Raphaël, est-ce que vous tirez parfois des bilans de vos actions avec Attaque? C'est-à-dire que, parce que là, tu disais, oui, ça nous a permis de parler de notre rapport, etc. Mais c'est vrai que quand on écoute les médias, et même moi, dans mon entourage, parfois, il y a des gens qui pourraient vous considérer comme de dangereux extrémistes. À cause de tout ce qu'on dit autour de vous. Et est-ce que ça brouillerait pas dans une certaine mesure votre message? Nous, on se questionne toujours sur le mode d'action et on fait toujours le bilan de nos actions pour essayer d'être toujours juste. Parce qu'effectivement, ce qu'on cherche, c'est avoir un message qui soit entendu par le plus grand nombre possible. Et c'est vrai que quelque part, on peut considérer que quand on a à ce point-là des médias et des responsables politiques qui nous traitent de vandales, etc., ça peut brouiller un peu le message. Donc, c'est vrai que nous, on réfléchit toujours sur nos modes d'action et on essaie d'en tirer les conclusions. Mais je vais le dire les choses très, très bêtement, mais quand depuis dimanche, tous les ministres qui sont passés dans les matinales, et c'est encore le cas hier sur France Inter ou ce matin, Éric Piolle sur France Inter, qui sont interrogés sur notre mode d'action et qui demandent de se positionner pour ou contre, quand on a réussi à faire en sorte que toute la classe politique se positionne pour ou contre, eh bien, je suis désolé de le dire, mais malheureusement, c'est aussi par des actions comme ça qui sont très clivantes qu'on y arrive. Et nous, on assume tout à fait qu'il y a des personnes qui vont se dire bah, du tout, on n'aime pas Attaque. Quoi. Mais je peux vous dire que depuis samedi, la sympathie pour Attaque, elle a fortement augmenté aussi. Et on le voit sur un certain nombre d'indicateurs qui sont très intéressants. Donc, nous, on assume tout à fait le fait qu'on ne recherche pas le consensus. Hein. De toute façon, si on demande gentiment à Bernard Arnault de payer ses impôts ou à Emmanuel Macron de mener une politique de justice fiscale, on ne va pas réussir à les convaincre, même avec les meilleurs arguments du monde. Donc, c'est vrai que nous, on assume aussi le fait que la semaine dernière, si vous vous rappelez les débats, on a parlé de Burkini, on a parlé de crop top, on a parlé de faux débats. Eh bien, depuis samedi, on parle de l'enrichissement des milliardaires et on parle d'évasion fiscale. Et nous, notre ambition, c'est vrai, elle peut paraître modeste, mais c'est déjà de faire en sorte de jouer sur l'agenda politique et des thèmes qu'on discute. Et on a bien l'intention de faire ça pendant la campagne électorale qui s'ouvre et de faire en sorte de ne pas laisser les débats tourner uniquement autour des questions du type le voile, l'immigration, l'insécurité, qui sont des débats qui sont construits, je le pense, pour qu'on ne parle pas des questions sociales, qu'on ne parle pas de la question des inégalités et qui, on le sait, favorisent l'extrême droite. Donc nous, on assume totalement le fait que par ce genre d'action et par tous les autres modes d'action qu'on utilise, eh bien, faire en sorte qu'on débatte des sujets qui nous semblent importants. Et c'est vrai que ça nous semble un petit peu plus important de débattre, de savoir comment faire pour que chacun paye sa juste part d'impôt, que de comment les femmes peuvent s'habiller et comment les jeunes filles peuvent s'habiller à l'école. Et est-ce que montrer son nombril, c'est problématique ou pas?
On a une dernière question, Raphaël. Sans doute, je ne sais pas, peut-être tu le sais déjà, mais sans doute, on imagine une plainte pourrait être déposée contre vous. Tu nous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas peur de ces menaces qui pourraient peser sur vous, d'autant plus que je crois qu'il y avait déjà eu des plaintes déposées par Apple lors de vos actions qui ont abouti c'était, je crois, des poursuites enfin, c'était sans suite, quoi. Le tribunal n'a pas C'est considéré même que mieux que c'était… ça, puisque le tribunal avait reconnu qu'on menait une campagne d'intérêt général pour le Bah, paiement voilà. d'impôts et contre l'évasion fiscale. Donc, Moi, j'ai envie de te répondre de manière très simple. Allez-y, portez plainte. Mais ils ne le feront pas. Ils ont répondu à l'AFP qu'ils envisageaient de le faire, mais moi, je suis prêt à mettre ma main coupée qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils savent très bien que s'ils portent plainte et qu'il y a un procès, ça nous fera une nouvelle tribune et que ce ne sera pas le procès d'Attaque, ça sera le procès d'LVMH et de Bernard Arnault. mais Donc, c'est vrai que je ne suis pas en train de fanfaronner en disant on ne craint rien, hein, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, on mesure les risques qu'on prend. Si on était allé détruire la Samaritaine, comme certains font semblant de le faire, effectivement, on s'exposerait à des vrais risques. Là, on peut effectivement imaginer une plainte qui serait posée pour dégradation légère avec des peines symboliques. Et nous, on assume totalement le fait que si vous voulez aller à un procès et qu'on débatte sur la place publique de la manière dont LVMH et Bernard Arnault se sont enrichis grâce aux aides publiques pendant la période, allez-y, portez plainte. Et je pense qu'ils ne le feront pas. alors, Et quelque part, ça aussi, c'est quelque chose qu'on assume totalement, c'est de mettre nos adversaires face à un dilemme. ouais. Soit ils ne portent pas plainte et ils légitiment nos actions, soit ils portent plainte et ils s'exposent à une mauvaise publicité qui va continuer encore. Et si vous vous rappelez du procès contre Apple, ça avait suscité une forte vague de sympathie pour Attaque parce que c'était un peu la grande multinationale qui attaque pourquoi? Parce qu'on avait occupé son magasin. C'était totalement disproportionné. Je ne pense pas qu'ils vont porter plainte. Par contre, je pense qu'ils disent qu'ils envisagent de porter plainte. Hein. C'est peu souvent comme ça. Hein. Et puis après, il n'y a pas de suite derrière. Mais s'ils viennent porter plainte, on est serein. On attend le procès avec impatience en travaillant nos arguments. J'évoquais cette menace judiciaire, mais celle qui pèse davantage, peut-être, c'est celle qui a à voir avec ce que tu disais sur ce sondage un peu bizarre, d'ailleurs, proposé par Le Figaro, qui est celle de cette proposition qui serait celle de dissoudre Attaque. On l'a vu, on est dans un contexte aussi où les libertés, l'autorité de l'État fait parfois du mal à la démocratie. Ce n'est pas un sujet qui peut vous inquiéter dans un climat assez tendu sur les questions démocratiques et des libertés. Ça reste une probabilité, une possibilité que ce débat-là soit posé dans l'espace public? Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, avec la loi sur le séparatisme, et puis on l'a vu récemment avec la dissolution du CCIF, ou même par exemple le Figaro avait fait le même sondage quand l'UNEF avait eu le malheur de faire Oui. des réunions non mixtes, de poser la question faut-il dissoudre l'UNEF? Je pense qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. On est effectivement dans un contexte où le gouvernement, c'est très clair, mène une politique qui sait injuste, qui sait impopulaire, et comme réponse, il y a eu la répression policière, la violence policière, mais aussi effectivement ces tentatives d'intimidation et de dissolution. On est très attentif à ça, mais franchement, là aussi, j'ai du mal à imaginer le gouvernement à un an de la présidentielle et avec la vague de soutien qu'on a reçue, porter ce débat-là. Mais tu as raison, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et il y a 5 ans, on ne se serait pas posé cette question-là. La question d'un procès se serait posée, la question de la dissolution se serait pas posée. Mais c'est là où on voit quand même qu'ils osent tout, hein, parce que Le Figaro, qui est quand même un journal qui appartient à un milliardaire qui s'est Ouais. fortement enrichi pendant la crise et qui est fortement présent dans les paradis fiscaux, ose poser cette question-là. Alors, fort heureusement, la réponse à l'heure actuelle où on parle, ce sont 70% de non. Donc, ils posent un sondage et puis finalement, parce qu'en fait, leur argument, c'est de dire la population serait certainement pour. Bah, c'est pas certain. Et je pense qu'effectivement, il y a une tentation de la part du gouvernement d'invisibiliser les différentes luttes, hein, de ne pas les prendre en compte. Et quand une arrive à faire un peu parler d'elle, d'avoir une réponse qui n'est pas une réponse politique, mais qui est une réponse judiciaire ou en tout cas de menace, de dissuasion. Ouais, en tout cas, pour répondre à ta question, on ne va pas pour autant se laisser intimider et on entend bien, dès la rentrée prochaine, mener une grande campagne de désobéissance civile où nous allons aller prélever à la source des multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Ah bah, très bien, on suivra ça Ah, ça. avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous, à bientôt.